étudiants de ce séminaire consacré à la langue et la civilisation méroïtique à l'École pratique des hautes études, et bienvenue aux autres que ce sujet intéresse. Dans le cadre de la continuité pédagogique voulue par nos autorités, je vais vous présenter à nouveau une conférence que j'ai donnée aux langues orientales en février dernier, dans le cadre d'un programme organisé par ma collègue Mélanie Bourlet et consacré à l'écriture des langues africaines. Et effectivement, l'alphabet syllabaire méroïtique est la plus ancienne écriture d'Afrique au sud du Sahara. Je dis bien au sud du Sahara, puisque si on parle de l'ensemble du continent africain, la plus ancienne, bien entendu, est l'écriture égyptienne, qui naît à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, et beaucoup plus tard, mais avant l'écriture méroïtique, existe donc une écriture dérivée du phénicien, écriture punique, puis libico-berbère, dans la région de Carthage, et qui s'est ensuite étendue jusque l'ensemble du domaine berbérophone. Commençons donc par quelques considérations générales, théoriques, sur le développement des écritures et particulièrement évidemment l'histoire des écritures anciennes. Bien, le diagramme que vous voyez ici ressemble quelque peu à un arbre généalogique, mais ce n'est pas un arbre généalogique. Vous voyez par exemple que le chinois, l'égyptien, le sumérien sont au même niveau, ce qui chronologiquement ne colle pas. Il s'agit en fait d'un arbre typologique qui présente les différents types d'écriture organisés de façon logique. Alors, lorsqu'on parle d'écriture, ce n'est qu'à partir du moment où on veut rendre visuellement la parole humaine, l'ensemble de la parole humaine. Si on utilise par exemple des pictogrammes, des panneaux routiers, l'art des cavernes, donc à la préhistoire, sont des formes d'écriture, mais qui encodent seulement une petite partie de la réalité, parfois avec grande précision bien sûr, mais une partie seulement. On parle d'écriture à partir du moment où l'ensemble de la réalité peut être encodé, et l'ensemble de cette réalité, évidemment, se trouve dans le langage lui-même. Donc c'est la parole qui va être rendue visuellement par l'écriture. Et pour cela, on ne va pas commencer par la phrase c'est plutôt de la proto-écriture, mais par le mot. Donc première unité de la parole, c'est le mot, on pourrait effectivement rendre visuellement le mot. Et puis on peut pénétrer à l'intérieur des mots et s'intéresser donc à la structure phonétique et notamment aux syllabes. Et ensuite, on peut rentrer à l'intérieur des syllabes, s'intéresser aux consonnes, et puis enfin, on peut rendre l'ensemble des phonèmes, consonnes comme voyelles, ce qui est le cas des alphabets vrais. Alors, commençons par l'encodage des mots. Donc, lorsqu'on parle d'une écriture qui encode les mots, qui a un signe par mot, par notion, il s'agit d'écriture logographique. On parlait autrefois d'idéographique, d'écriture idéographique. Cette écriture logographique a comme particularité de ne jamais pouvoir être pure. Il n'est pas possible de rendre compte de l'ensemble de la parole humaine par des logogrammes. Il est nécessaire en effet de pouvoir rendre compte aussi des aspects morphologiques, grammaticaux, des suffixes, des préfixes, etc., pour lesquels on aurait bien du mal à trouver des signes du type logographique. Donc pour cela, les écritures logographiques ont recouru à deux systèmes. Le plus évident, je dirais, est le système syllabique, dans la mesure où le découpage par syllabe est quelque chose qui est naturel à l'esprit humain. Et puis, en ce qui concerne l'Égypte, on a recouru donc à un abjad, c'est-à-dire à un alphabet consonantique, l'écriture des consonnes, en plus des logogrammes. Donc, font partie des systèmes logosyllabiques le sumérien et les
les écritures qui ont donc succédé aux Sumériens. Donc on parle de système cunéiforme qui encode le sumérien, l'akkadien et d'autres langues, le chinois et le maya dont le déchiffrement est encore en cours mais en très bonne voie depuis une cinquantaine d'années. Et puis de l'autre côté, donc, système logo-consonantal, qui est l'égyptien. Donc les morphèmes, au départ, vont être, les lexèmes, c'est-à-dire les mots eux-mêmes, les notions, vont être rendus par des signes logographiques, et les morphèmes, c'est-à-dire les outils grammaticaux, vont être au départ rendus par l'indication de leurs consonnes. Et puis, finalement, à partir du moment où le système est bien lancé en Égypte, il y a une inflation de la partie consonantique par rapport au logogramme. Et l'écriture classique égyptienne comporte beaucoup plus, en fréquence dans les textes, bien sûr, de signes consonantiques que de logogrammes. Donc, maintenant, rentrons à l'intérieur du mot et voyons quels sont les systèmes syllabiques. Alors, ils sont de deux ordres. D'une part, on a des systèmes syllabiques vrais, c'est-à-dire des syllabaires qui encodent de manière différente absolument chaque syllabe de la langue. Alors ça veut dire en général le nombre de syllabes d'une langue est compris entre une cinquantaine et une centaine. Et donc on va avoir entre une cinquantaine et une centaine de signes pour encoder ces syllabes. Alors ces systèmes-là se trouvent par exemple dans le linéaire B, qui est l'ancienne écriture, une des anciennes écritures de la Crète, mais aussi de la Grèce continentale, et qui encode la première forme connue de grec, le mycénien. Et puis on le trouve aussi, ce système totalement syllabique, dans les kanas japonais. L'écriture japonaise peut effectivement utiliser des signes syllabiques. Il est vrai qu'elle les mélange avec un certain nombre de signes logographiques qui ont été empruntés au chinois, qu'on appelle les kanji. Mais si on exclut les kanji, le reste de l'écriture est composé de signes syllabiques formant un syllabaire complet. Et puis on en a d'autres, particulièrement intéressant est le système Cherokee, donc tribu d'Amérique du Nord, qui s'est inventé une écriture syllabique dont les signes ressemblent à ceux de l'alphabet latin. C'est quelque chose de relativement récent qui date du 19e siècle. Alors une deuxième façon d'encoder les syllabes, de manière, je dirais, un petit peu plus économique en signes, c'est d'utiliser le même signe de base pour toutes les syllabes qui ont la même consonne. Donc je vais utiliser le même signe pour ba, bi, bou, etc. Alors évidemment, il faut pouvoir transcrire la différence de timbre. Donc si le signe ne comporte absolument aucun diacritique, aucun signe modificateur, on considère qu'il comprend la voyelle A. Dans quelques alpha-syllabaires, puisque c'est le nom qu'on donne à ce système, on peut avoir la voyelle E. Et puis on peut avoir les deux de manière concurrente. C'est le cas par exemple dans le syllabaire persépolitain et peut-être assez tardivement en méroïtique. Donc cette voyelle est dite inhérente. Et si on veut une autre voyelle dans la syllabe, on va utiliser ce signe et on va y adjoindre un modificateur vocalique. Alors c'est un système donc effectivement un petit peu économique, mais qui a pas mal finalement de limites dans la mesure où il faut pouvoir rendre les voyelles initiales, les voyelles en hiatus, les consonnes qui suivent, et nous verrons qu'effectivement tout cela n'est pas extrêmement simple. Les systèmes alphasyllabiques sont représentés par les écritures indiennes, par en Afrique l'écriture éthiopienne, qu'on appelle aussi Fidel, qui est utilisée pour plusieurs langues éthiosémitiques, l'amharique, le tigrinya et le tigré. Et puis enfin, donc, le méroïtique, et nous aurons l'occasion de parler également du syllabaire persépolitain. Pénétrons maintenant à l'intérieur de la syllabe et voyons quels sont les systèmes consonantiques, consonantaux. Alors on leur donne le nom d'abjad.
énormément de noms différents, hein. Mais le nom d'Abjad est un terme qui vient donc des premières lettres de l'alphabet arabe. Alors, ce ne sont pas des alphabets complets dans la mesure où les voyelles ne sont pas transcrites. Et cela n'est pas un hasard si les langues qui ont recouru à des alphabets consonantaux ou abjad sont des langues de la famille afro-asiatique. Nous avons vu que c'est une partie de l'écriture égyptienne correspond à une langue, l'égyptien ancien, qui appartient à l'afro-asiatique. Et puis à l'intérieur de l'afro-asiatique, vous avez un groupe extrêmement conservateur au niveau phonématique, qui est donc le groupe sémitique. Eh bien, effectivement, les alphabets, disons les alphabets consonantaux, qui sont connus dans ces langues sont par exemple le phénicien, et puis ensuite l'hébreu, l'arabe, qui correspondent tous à des langues sémitiques. Alors, lorsque ces systèmes vont devoir être utilisés ensuite pour d'autres langues, très souvent il y aura des adaptations comme nous le verrons. Et puis enfin, nous avons la possibilité de transcrire tous les phonèmes. C'est quelque chose qui n'est pas très naturel en fait. Le découpage en syllabes est manifestement ce qui correspond le plus à l'esprit humain, hein, et à la logique la plus simple. Découper tout en phonèmes, c'est quelque chose qui n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire, c'est l'invention de l'alphabet grec. C'est le seul véritable alphabet, n'en déplaise à tous les sémitisants qui veulent absolument réclamer l'invention de l'alphabet pour les Phéniciens. Le véritable alphabet, c'est l'alphabet grec. Bien sûr, il vient du phénicien, mais une partie des lettres phéniciennes, dont les Grecs ne se servaient pas, ont été recyclées comme voyelles, et tous les alphabets actuellement, les alphabets vrais, donc dans le monde, découlent de cet alphabet grec, soit directement avec un emprunt des signes, soit avec des signes légèrement modifiés, comme c'est le cas du géorgien ou de pardon, de l'arménien. Bien, voilà donc l'ensemble de ces systèmes. Celui qui va nous intéresser, c'est le système alphasyllabique qu'ont adopté les Méroïtes. L'écriture, comme beaucoup d'inventions humaines, n'est pas apparue dans un seul foyer, mais dans plusieurs foyers à travers le monde. Pratiquement chaque continent a son écriture originelle, que j'appelle écriture primaire. Et l'Asie en possède plusieurs, si bien qu'en tout, on a à peu près 7 foyers mondiaux. Alors on commence par le plus ancien, même si c'est une question presque de décennies avec l'écriture égyptienne, donc l'écriture qui naît à Sumer et qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Elle naît aux alentours de 3500, 3400, pas extrêmement sûr, hein. Et ensuite elle se répand dans la région, y compris pour écrire des langues différentes. Le sumérien est une langue à part, qui n'a absolument pas d'autres représentants dans sa famille, mais cette écriture sera adaptée avec, donc nous l'avons vu, des signes syllabiques, ce qui simplifie les choses, pour des langues indo-européennes comme le hittite, ou pour des langues sémitiques comme l'akkadien. Quelques peu de siècles, peu de décennies après, apparaît en Égypte une autre écriture, donc celle des hiéroglyphes égyptiens. Nous verrons qu'elle a eu une descendance particulièrement nombreuse, alors que l'écriture cunéiforme s'est éteinte sans laisser de descendance au 1er siècle de notre ère. Donc nous passons au millénaire suivant, nous sommes donc au milieu du 3e millénaire, et dans la vallée de l'Indus apparaît une écriture qu'on appelle l'écriture harapéenne, du nom de la ville de Harappa. Alors cette écriture, malheureusement, n'est pas attestée par de nombreux textes. Vous voyez, ce sont souvent des textes assez courts. Ici, nous avons un sceau, hein. Et nous ne savons pas vraiment quelle langue est encodée par cette écriture. Comme nous sommes probablement avant la pénétration des Indo-Européens dans l'Inde,
l'Inde, on pense qu'il s'agit probablement d'une langue dravidienne ancienne, donc de ces langues du sud de l'Inde actuellement, mais nous n'en savons rien et l'écriture n'est toujours pas déchiffrée. En Europe, c'est aux alentours du milieu du deuxième millénaire qu'apparaissent les premières écritures en Crète. Je vous ai mis ici le disque de Phaistos, qui est gravé, plus exactement tamponné, hein, ce sont des tampons qui ont été utilisés dans l'argile alors qu'elle est encore fraîche. Donc des hiéroglyphes qui très probablement constituent une écriture syllabique. Mais le document n'a pas été déchiffré et il est unique. Donc un petit peu plus tard apparaissent d'autres hiéroglyphes en Crète et puis des systèmes utilisant des cursifs tirés des hiéroglyphes qui sont le linéaire A et enfin le linéaire B. Tous se sont éteints sans laisser de descendance. Une écriture qui, elle, a une descendance jusqu'aujourd'hui est l'écriture ancienne de la Chine. Nous avons ici, pour illustration, un oracle écrit sur une carapace de tortue durcie au feu, hein. Et donc, depuis le milieu du deuxième millénaire, où apparaît cette écriture jusqu'aujourd'hui, elle s'est modifiée, mais elle a toujours été conservée. C'est parmi toutes ces écritures anciennes, celle qui est le plus proche de ses racines. En Amérique apparaît ce que je peux appeler l'écriture mésoaméricaine d'Amérique moyenne, dans la mesure où le terme d'écriture maya n'est pas forcément approprié. Il est assez possible que d'autres écritures aient précédé l'écriture maya, notamment celle de l'Olmec ou le Zapotèque, et donc le maya ne serait pas une écriture primaire, mais dérivée de ces écritures, hein. Donc je préfère parler d'écriture mésoaméricaine qui apparaît au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et puis beaucoup plus tard, peut-être au XVIIe siècle, apparaît dans l'île de Pâques de manière totalement spontanée une écriture qui est conservée sur une vingtaine de documents en bois qu'on appelle les rango-rango. Alors cette écriture n'est toujours pas déchiffrée. Il semblerait qu'il s'agisse à nouveau d'un syllabaire, étant donné le nombre de signes, et je me réfère ici aux travaux de mon collègue Konstantin Pozniakov, qui est le spécialiste de cette écriture, en plus de ses talents en Wolof. De ces écritures primaires vont naître des écritures secondaires, beaucoup plus nombreuses évidemment, puisqu'il y en a bien plus de 7. Alors comment s'est effectué ce processus? Eh bien, la genèse des écritures secondaires à partir des écritures primaires s'est fait par, disons, deux pôles d'évolution. D'une part, par dérivation directe, je dirais une dérivation pratiquement généalogique, dans la mesure où on va avoir une écriture fille qui vient d'une écriture mère. Et puis, on a également la possibilité que les nouvelles écritures soient engendrées par stimulus. Alors, le stimulus, c'est vraiment pas grand-chose, hein. On voit une écriture, on essaie de l'imiter. L'idée de l'écriture, déjà, est apparue donc dans le cerveau des gens qui ont vu une autre écriture. Nous allons voir un excellent exemple pour cela. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui apparaît de manière presque spontanée, le stimulus étant vraiment le degré minimal de la dérivation. Mais entre les deux, bien sûr, on n'a absolument aucune solution de continuité et une innovation grandissante. Alors, voyons un exemple pour la dérivation généalogique des écritures, donc la dérivation la plus fidèle. Prenons donc l'alphabet grec et voyons quelles écritures il a engendrées. Donc l'écriture étrusque apparaît en Étrurie, au nord de l'Italie, probablement aux alentours du 8e, 6e siècle, 8e au 6e siècle. Elle utilise la totalité de l'alphabet grec, y compris des signes un petit peu marginaux qui ne sont pas utilisés par tous les dialectes grecs,
et qui vont donner notamment le Q et le F pour des sons qui n'existent pas en grec. Ce Q et ce F, nous allons d'ailleurs les récupérer, c'est un legs des Étrusques qui est passé évidemment par l'alphabet latin qui lui-même vient de l'alphabet étrusque. Donc là, on a véritablement une généalogie dont on connaît d'ailleurs relativement bien tous les jalons qui mènent de l'alphabet grec jusqu'à l'alphabet latin que nous utilisons aujourd'hui. Alors passons maintenant aux écritures, non pas dérivées mais stimulées, et je prends l'exemple de l'écriture Bamoun. Les Bamoun sont une ethnie du Cameroun, et leur sultan, le sultan Joya, entre 1887 et 1933, inventa, en élaborant les choses de la meilleure manière possible au fur et à mesure, c'est pour ça que ça a demandé tant de temps, hein, élabora une écriture qu'on appelle donc l'écriture Bamoun, l'écriture Shumon. Euh, et l'histoire raconte que c'est en voyant des manuscrits écrits en arabe, donc utilisés par les lettrés musulmans, que vint au sultan de Joya l'idée d'écrire. Mais le système n'est pas du tout dérivé de l'arabe, c'est un système syllabique comme beaucoup d'écritures primaires, et c'est en fait assez proche d'une écriture primaire, c'est juste l'idée d'écriture qui est passée donc des manuscrits arabes à l'esprit du sultan de Joya. Donc voyons un exemple de la dérivation de certains signes, à la fois par donc dérivation directe et par stimulus. Alors je vais prendre l'exemple des hiéroglyphes égyptiens. Donc les hiéroglyphes égyptiens ont été réinterprétés par des populations cananéennes, donc des populations sémitiques, installées en Égypte dès le Moyen Empire. Alors, voyant les hiéroglyphes égyptiens, ils les ont adaptés sans vraiment savoir comment ils fonctionnaient. Et c'est ainsi que du système très complexe des Égyptiens, on est passé à un système qui note les consonnes. Donc on a clairement quelque chose qui est de l'ordre de stimulus ici, plus que de la dérivation généalogique. Alors en revanche, l'alphabet phénicien découle de manière assez fidèle de l'alphabet consonantique, hein, bien sûr, l'alphabet proto-sinaïtique. Et lui-même, cet alphabet phénicien, va donner par dérivation directe et par stimulus l'alphabet grec. Par dérivation directe pour les consonnes, par stimulus pour les voyelles, dans la mesure où c'est véritablement une invention, hein, à partir, donc, je l'ai expliqué, des signes que n'utilisait pas le grec. Alors voyons un exemple maintenant. Donc je prends pour exemple la lettre N. En égyptien, elle est représentée par une surface d'eau. C'est un des mots d'ailleurs qui peut désigner l'eau. Ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent c'est mou, mais dans ce cas-là, il faut tripler le signe pour pouvoir l'écrire. Donc intéressons-nous au signe nu, au signe simple. Il transcrit un N. Alors ce signe est vu sur les inscriptions monumentales par exemple, par les Cananéens qui voit bien qu'il s'agit d'une ligne d'eau. Hein. L'eau se dit en langue cananéenne Mayim, hein, et donc on va adopter ce système qu'on appelle l'acrophonie, c'est-à-dire qu'on prend le signe va transcrire en fait la première lettre du mot qui est représenté par le signe. Donc l'eau se disant Mayim, le signe représentera un M et non plus un N. Alors cet aspect du signe est conservé dans l'alphabet phénicien, l'alphabet consonantique, l'abjad phénicien, où le signe M est simplement muni d'une rampe. Enfin, il passe dans l'alphabet grec, où il représente toujours le M, mais il a conservé finalement deux des vagues qui étaient représentées dans l'hiéroglyphe égyptien, et aujourd'hui encore, dans notre M, qu'il soit en script, en majuscule ou en cursive, nous revoyons les petites vagues du signe égyptien. Alors, intéressons-nous maintenant à la généalogie des écritures qui viennent de l'égyptien. Parce qu'évidemment, c'est le cas du méroïtique. Alors, le méroïtique, vous avez vu, il est tout en bas de ce tableau, et je vais dans un premier temps
m'intéresser à la partie haute du tableau. Donc nous avions vu que les hiéroglyphes égyptiens avaient été imités par les Cananéens qui en ont créé l'écriture proto-sinaïtique. Mais nous sommes passés d'un système, vous voyez L plus AB pour les hiéroglyphes égyptiens, d'un système qui est logographique et comprenant également des consonnes écrites, donc un abjad, hein, à un abjad pur, sans signe logographique. C'est donc qu'il y a eu entre les deux une rupture de tradition que j'ai symbolisée par un petit éclair, hein. Voilà, ici, chaque fois que vous avez un éclair, vous avez une rupture culturelle. Elle est de deux ordres, soit effectivement une interruption dans les traditions scribales, et parfois tout simplement une interruption dans une tradition dans l'ensemble de l'État, hein, un effondrement d'une civilisation, par exemple, hein. Et d'autre part, la possibilité que l'écriture change de langue. Elle s'adapte à une langue qui souvent ne fera pas partie du même groupe de langues, de la même famille linguistique, ce qui explique les modifications. Donc c'est cela que transcrit ce petit signe de rupture culturelle. Donc l'écriture proto-sinaïtique passe sans rupture culturelle, cette fois-ci, nous passons des Cananéens aux Phéniciens, nous sommes toujours dans un contexte de langue sémitique, à l'écriture phénicienne, donc l'abjad phénicien. Au sud, cet abjad va donner l'écriture sud-arabique, nous y reviendrons. Donc je reste ici au nord et je m'intéresse à la lignée de l'écriture phénicienne qui est assez nombreuse et qui comprend d'abord le grec. Alors vous voyez qu'ici il y a une rupture culturelle. On passe d'une langue sémitique à une langue indo-européenne et c'est ainsi que par exemple les voyelles sont écrites. L'écriture grecque elle-même, nous l'avons vu, a enfanté l'écriture étrusque, mais aussi l'écriture cyrillique, qui est une écriture d'un type un petit peu particulier. Nous aurons l'occasion de revoir ça, y compris pour le méroïtique, puisque c'est une écriture inventée. Elle était inventée par Saint Cyril et Saint Méthode, qui ont été les évangélistes des peuples slaves, et elle transcrit effectivement le slave. C'est une adaptation du grec à la phonologie des langues slaves. Et puis, en Égypte, les hiéroglyphes et puis leurs dérivés ont été remplacés à partir de la christianisation par l'écriture copte, qui est en fait une écriture grecque qui est adaptée. Il y a un certain nombre de signes représentant des sons qui n'existent pas en grec, comme par exemple che, hein, qui va être adapté de cursives tardives égyptiennes. Alors, il est intéressant de noter que l'écriture copte s'est transmise au Soudan médiéval pour écrire le vieux nubien, la langue qui a succédé au méroïtique. Donc, on a emprunté tout simplement l'alphabet copte avec ses lettres grecques, ses lettres d'origine égyptienne, et on a rajouté des lettres d'origine méroïtique pour les sons qui n'existaient ni en copte ni en grec. C'est le cas par exemple de la vélaire nasale ñ qu'on entend à la fin de l'anglais king. Alors, une deuxième écriture issue de l'écriture phénicienne est l'écriture araméenne, qui va avoir une postérité absolument considérable. Alors, une postérité considérable, d'abord dans l'écriture hébraïque, qui en descend de manière très naturelle, nous sommes toujours dans le domaine sémitique, et il en va de même pour l'écriture arabe. En revanche, l'écriture araméenne est passée jusqu'en Inde par l'intermédiaire de l'Empire perse. L'Empire perse, effectivement, les élites parlaient perse, mais l'administration avait choisi la langue et l'écriture araméenne comme lingua franca. Donc cette écriture araméenne va être connue jusque l'Asie centrale et dans les royaumes qui vont succéder en Inde du Nord au royaume d'Alexandre, eh bien nous voyons apparaître deux écritures indiennes qui sont la Kharosti et la Brahmi. Ces deux écritures ont subi une importante rupture culturelle par rapport à l'écriture araméenne dont elles sont issues. Les signes sont à peine reconnaissables. Et d'autre part, on est passé, assez logiquement, pour un changement de famille linguistique, on est passé d'une langue sémitique à une langue, des langues qui sont indo-européennes. Et donc,
il a été nécessaire de modifier le système consonantique n'était pas approprié pour des langues dans lesquelles, par exemple, les voyelles ont une importance dans la racine des mots. Ce n'est pas le cas pour les langues sémitiques. Donc c'est un système alphasyllabique qui en est issu. Ces écritures indiennes sont extrêmement nombreuses, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et voyons maintenant la descendance de l'écriture sud-arabique. Donc nous sommes au milieu du tableau ici, et elle se transmet donc sur les rives de la mer, de l'autre côté des rives de la mer Rouge, jusqu'en Éthiopie. Et l'écriture éthiopienne descend en fait d'une écriture sud-arabique qui est celle du sabéen. Et les Sabéens s'étant emparés donc de grandes parties de l'Éthiopie, ont introduit leur écriture, qui, une fois adaptée à la nouvelle langue, qui s'appelle le Ge'ez, va utiliser un système assez différent. Les signes sont issus de l'écriture sud-arabique, mais le Ge'ez s'écrit avec une écriture qui est un alpha-syllabaire, qu'on appelle le fidèle. Cet alpha-syllabaire est encore utilisé pour les langues de la même famille ou qui en sont dérivées, comme le tigrinya, l'amharique et le tigré. Alors passons maintenant au tout dernier des rejetons de l'écriture phénicienne, donc toujours au milieu d'à peu près de ce tableau. Nous avons donc le tifinagh, qui est le dérivé moderne donc d'une écriture transmise par les Phéniciens à la région de Carthage. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'écriture libico-berbère qui engendre le tifinagh, qui est encore utilisé aujourd'hui pour écrire les langues berbères. Enfin, nous descendons vers le sud et nous voyons la postérité des hiéroglyphes égyptiens, non pas au nord, par le Sinaï, le Proche-Orient, mais au sud, en remontant le Nil. Et cette postérité est évidemment celle qui nous intéresse, dans la mesure où c'est ici qu'est née l'écriture méroïtique. Donc les hiéroglyphes égyptiens sont extrêmement beaux, mais pas très pratiques à écrire. Lorsqu'il s'agit de brosser un aigle percnoptère, un petit personnage qui marche avec une canne, etc., c'est quand même très long à écrire. Et donc assez rapidement s'est imposée une forme simplifiée, dite cursive, qu'on appelle hiératique. Puis l'hiératique s'est à nouveau simplifié, avec des formes parfois très très difficiles d'ailleurs à lire, qu'on appelle le démotique, donc à partir de 700 avant Jésus-Christ. Le démotique donc, utilise des signes très cursifs, très simplifiés, comme j'ai dit, très schématiques, mais en revanche, le système graphique est le même. Nous avons toujours affaire au complexe système graphique égyptien qui utilise des logogrammes, des signes consonantiques et puis toutes sortes d'autres signes, des déterminatifs, etc. Donc le système lui-même ne s'est pas simplifié, même si les graphies se sont simplifiées. Alors il semble que ce démotique égyptien a eu une forme particulière utilisée dans le royaume de Couche. Mais nous n'en avons pratiquement aucune trace. J'ai travaillé ces derniers jours d'ailleurs sur un chapitre consacré à des inscriptions anciennes trouvées à Doukigel, qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc Doukigel-Kerma. Et elles comprennent un certain nombre de signes démotiques pour l'écriture des noms des dieux. Amon et Horus sont écrits effectivement dans une sorte de démotique un petit peu particulier. C'est pratiquement la seule chose qui nous reste, dans la mesure où très probablement ce démotique de couche, qu'on peut appeler peut-être démotique napatéen, puisqu'il correspond au royaume de Napata, n'a pas été retrouvé. Il était peut-être écrit en majorité sur des papyrus, et le papyrus résiste très difficilement au climat soudanais, avec des pluies torrentielles de temps en temps, des changements de température perpétuels. Donc, de manière générale, tout ce qui est organique a du mal à résister à un climat pareil. C'est peut-être la raison principale pour laquelle nous n'avons pas plus de témoignages de ce démotique napatéen.
Alors entre le démotique nabatéen et la cursive méroïtique, il y a évidemment une généalogie directe, dans la mesure où les signes se ressemblent, mais il y a eu une rupture à nouveau culturelle, dans la mesure où le système graphique est celui d'un alphasyllabaire. Nous remarquerons à nouveau, comme c'était le cas pour les écritures indiennes, que cet alphasyllabaire est issu d'un abjad. De la cursive méroïtique est issue l'écriture hiéroglyphique méroïtique qui vient de la cursive et non pas l'inverse. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette position paradoxale des hiéroglyphes méroïtiques. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, la descendance des hiéroglyphes égyptiens est extrêmement nombreuse et couvre maintenant la quasi-totalité des écritures du globe, à part l'écriture chinoise et ses dérivés. Alors on dit souvent, on croit souvent que l'Afrique est une terre sans histoire, on en a parlé pour l'Afrique subsaharienne, et une terre sans écriture. C'est bien entendu faux. Si on regarde quelles sont les écritures africaines ici, on a pratiquement une bonne moitié de ces écritures qui sont effectivement des écritures du continent. C'est le cas effectivement de l'égyptien. Jusqu'à présent, l'Égypte est bien une terre africaine, donc du démotique. C'est aussi le cas évidemment du méroïtique, mais ça l'est aussi de l'écriture éthiopienne, et ça l'est aussi de l'écriture vieille nubienne, et enfin des tifinagh utilisés pour le berbère. Donc vous voyez que l'Afrique est véritablement une terre d'écriture.